Alors, Madame Duguay, vous allez nous parler de la stratégie montréalaise pour promouvoir les infrastructures vertes pour la gestion des eaux de ruissellement dans le domaine public, n'est-ce pas? Merci d'avoir répondu. Ça me permet de changer de page, c'est la technologie. Alors, vous êtes ingénieur, chef d'équipe infrastructure verte au service de l'eau de la Ville de Montréal. Vous dirigez une équipe ayant pour but d'élaborer une stratégie intégrée en temps de pluie à la demande du directeur général de la Ville. Auparavant, vous avez travaillé 2 ans dans l'équipe de réglementation du service de l'eau et comme conceptrice pendant 15 ans dans le secteur privé. C'est bien ça. Alors, merci d'être avec nous, Madame Duguay. À vous la parole. Merci à tous. Donc, bonjour. Assez impressionnée aujourd'hui de présenter. La salle déjà est très belle et les conférenciers avant étaient fort intéressants aussi. Donc, j'espère que le tout va être aussi intéressant. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vous présente la stratégie montréalaise. Où est-ce qu'on en est rendu pour promouvoir les infrastructures vertes sur rue et dans les parcs résilients? Le plan de la présentation, d'abord, ça va être un contexte, les orientations, quelle est la gouvernance qu'on a mis en place, quel est le soutien qu'on donne à tous les projets, les résultats, non seulement sur tout ce qui est espace public résilient et infrastructure verte sur rue, le retour terrain, donc ça c'est quand même une prémisse, c'est la première fois que je les présente. Vous avez le droit à du nouveau stock, puis ensuite le résumé des défis. Donc tout d'abord le contexte, on parle beaucoup des changements climatiques, ça restait en tout cas même pour moi un peu flou dans ces dernières années. On le voit vraiment à Montréal de façon très importante. Dans les 2 derniers étés, on a eu 3 pluies de récurrence supérieures à 100 ans. Donc, techniquement, on ne s'attendrait pas à en avoir de façon aussi fréquente de ça. Et ces pluies de récurrence exceptionnelle, bien sûr, ne peuvent pas être drainées par le réseau d'égouts, qui n'est pas un trou noir, qui n'est pas conçu pour recevoir ce type de précipitations. Ce que ça crée comme dommages, c'est des dommages directs chez les citoyens. C'est-à-dire que les rues servent de canal d'écoulement, de vraies rivières, finalement, qui se dirigent vers les points bas, les entrées de garages en contrepente, les logements en sous-sol et qui inondent de multiples citoyens. L'impact économique pour la ville, pour les assurances, pour les citoyens est immense, de même que la détresse psychologique. On a de multiples consultations citoyennes et les citoyens nous font part de leur détresse. Certains n'osent même plus partir en vacances parce qu'ils veulent rester pour être capables de protéger leur maison en temps de pluie exceptionnelle. La ville a étudié justement, qu'est-ce qu'on peut faire, combien ça coûterait d'essayer de venir combattre ces changements climatiques ou de s'adapter à ces changements climatiques. Si on voulait uniquement venir combattre les changements climatiques sans forcément rehausser la capacité du réseau, donc en ayant exactement le même niveau de service que le réseau d'égouts offre actuellement, il faudrait que d'ici 2050, on double le nombre de chantiers et qu'on double les investissements. Donc, dans les journaux, on voit beaucoup justement des critiques sur les cônes. Si vous en voulez 2 fois plus, c'est vers là qu'il va falloir s'en aller. On n'a ni l'argent ni la capacité en termes de société de s'en aller dans cet endroit-là. Les consultants, les entrepreneurs n'ont pas la capacité non plus de suivre, même si la ville avait l'argent de pouvoir aller dans cette direction. Donc c'est sûr que malgré le fait qu'on continue à investir de façon importante dans nos infrastructures souterraines, la ville veut maintenant se réorienter aussi à utiliser les aménagements de surface pour être capable d'essayer justement de mieux s'adapter puis de venir combattre ces changements climatiques. Il y a 2 axes sur lesquels on veut travailler en surface. Le premier, c'est vraiment de promouvoir tout ce qui est infrastructure verte drainante, donc des aménagements végétalisés qui reçoivent le ruissellement des rues principalement. Le but étant vraiment de déminéraliser, réduire les surfaces imperméables, donc les volumes, et aussi réduire le ruissellement qui va s'en aller autrement à l'égout en humidifiant les végétaux, en réalimentant la nappe phréatique, ce qui a beaucoup de co-bénéfices, non seulement parce qu'en réalimentant les argiles, on permet de moins avoir d'impact sur la fissuration des fondations, on permet d'irriguer de façon passive les végétaux, donc moins de besoin d'entretien aussi. Les végétaux apportent un avantage sur la qualité de l'air, le plaisir des gens d'être en ville, l'ombre, donc beaucoup de co-bénéfices à travers ces éléments-là.
La deuxième orientation qu'on s'est donnée, c'est de choisir où inonder plutôt que de subir. Donc malheureusement, on a beau faire tout ce qu'on peut, il y aura toujours une pluie qui va dépasser la capacité du réseau et la capacité de ces infrastructures vertes qui sont, somme toute, assez limitées. Ça fonctionne comme une éponge et quand on a des pluies diluviennes, elles sont à pleine capacité assez rapidement. Donc on doit accepter que l'eau va monter sur les rues et va se rendre vers des points. Là, on veut choisir les points plutôt que de les subir, donc on veut éviter que ces eaux viennent s'accumuler dans les bâtiments et plutôt choisir des zones de moindre impact, comme par exemple des parcs. On voit ici à droite le parc Pierre d'Ansereau qu'on aura l'occasion de visiter tout à l'heure, dans lequel on a une plaine inondable sur laquelle on peut accumuler de l'eau de façon très peu fréquente. L'avantage est bien sûr aussi un aspect économique de retenir dans ces espaces en surface plutôt que de venir le faire en souterrain. On le verra plus en détail tout à l'heure. Donc la ville s'est donné un objectif et de se dire, ok, plutôt d'essayer de cibler des endroits les plus pertinents ou être capable de mettre des ouvrages de gestion de l'eau, allons-y de façon systématique. La ville de Montréal plus particulièrement, c'est un paquebot. Le paquebot est très difficile à faire tourner, mais lorsqu'on arrive à changer l'ADN, si on arrive à rentrer le virus dans l'ADN, à ce moment-là, on sait qu'on va être capable de faire des prouesses, mais il faut vraiment arriver à systématiser l'affaire. Et c'est cette approche qu'on s'est un peu donnée. Ok, faisons-le dans tous les projets. Littéralement, chaque fois qu'on reconstruit quelque chose, chaque fois qu'on déminéralise, essayons d'intégrer en tout ou en partie un peu de gestion de l'eau. La ville de Montréal fait 500 projets par année, donc c'est énorme comme potentiel qu'on peut avoir si on vient vraiment systématiser. Ça a aussi l'avantage de venir combiner les investissements pour la gestion de l'eau plutôt que de cacher l'argent de la gestion de l'eau en souterrain, essayons de le ressortir pour qu'il y ait d'autres bénéfices, justement végétal, esthétiques. Donc ça a vraiment été ça l'objectif de mire initialement dans nos orientations. Donc les critères qu'on s'est donnés, c'est de se dire, ok, dès qu'on fait un espace public, une place, un parc, il doit être conçu en dépression de façon à pouvoir, tout de suite ou dans le futur, recevoir le ruissellement des rues adjacentes. Le deuxième élément qu'on s'est dit, c'est à chaque fois qu'on reconstruit une rue, regardons si cette rue a un potentiel d'acheminer le ruissellement un jour ou l'autre, vers l'espace public résilient. Donc là, il y a une espèce de notion de Lego, finalement, on pose le premier morceau de Lego, puis au fur et à mesure de nos besoins de réflexion d'actifs, on va mettre le puzzle, finalement, en place. Le troisième point, c'est de se dire, tout projet de rue doit prévoir des infrastructures vertes. On a lancé un chiffre initialement, c'était le 10%, pour se donner une barre, sans que ça soit trop restrictif. Le but, c'était de se donner un chiffre pour ensuite être capable de mesurer, puis pour voir si le 10% avait du sens ou non. Puis tout projet de déminéralisation sur rue, où on fait des saillies pour la sécurisation, des fosses d'arbres, là encore, regardons si on est capable d'envoyer le ruissellement. Donc ça, c'est l'orientation de base qu'on essaye de se donner. Puis, dans tous les cas, parfois, on ne peut pas le faire. Des fois, il y a des conduites trop proches. Des fois, c'est un point haut. C'est pas grave. Mais on doit le justifier pour être capable de vraiment forcer les équipes à le regarder et ensuite à venir justifier pourquoi c'est pas possible. Puis, on vient aussi répertorier ces impossibilités pour nous être capables ensuite de travailler sur sur quoi on peut progresser pour essayer d'enlever les barrières auxquelles les gens sont confrontés. Donc, on a monté une espèce de gouvernance, puis ça, c'est en date d'aujourd'hui, puis je vais vous dire un petit peu plus tard comment on est arrivé à ça. Donc, ça, c'est en date il y a 15 jours, finalement, où on est arrivé à mettre tout ça en place. Il y a d'abord un groupe 1. Le groupe 1, c'est la haute direction de la ville de Montréal, le directeur général adjoint, la direction du service de l'eau, qui, eux, approuvent le PDI, donc le budget 10 ans, pour le financement du programme que je vais vous présenter, donc du programme qui finance justement tout ce qui sont ces infrastructures vertes. Donc, ce que veut s'engager la haute direction, c'est de se dire, on veut investir 15 millions par année pour être capable de financer ce type de technique à travers la ville. Le deuxième groupe, c'est les directeurs, les chefs de division du service de l'eau, du SUM, du service des grands parcs et les arrondissements, eux,
ils vont valider les orientations générales que l'équipe spécialisée en infrastructure multifonctionnelle du service de l'eau va soumettre. Exemple des orientations que je vous ai montrées tout à l'heure. Bon, pour tous les projets, on va vouloir à partir de maintenant 10% d'infrastructures vertes. On s'est assuré que tous les chefs de division étaient d'accord avec cette orientation avant de le formaliser à travers des orientations plus écrites. Ensuite, il y a un troisième groupe, plus des professionnels du service de l'eau, du CIR des arrondissements, du service des grands parcs. J'ai oublié le SUM, je m'en excuse. Qui, eux, vont essayer de travailler sur des outils, donc des dessins techniques, des guides, des processus, qui vont du coup pouvoir donner, ça va devenir des intrants de conception pour le groupe 4, qui, lui, le groupe 4, sont vraiment les professionnels qui gèrent des projets de rue, des projets de parc, puis qui ont reçu les orientations de leur directeur, ok, tu dois inclure les infrastructures vertes ou les parcs résilients, et qui conçoivent les projets. À cette étape-là, ils vont devoir, à différentes étapes, venir faire valider les concepts auprès soit de la haute direction du groupe 1 quand c'est des projets majeurs, soit auprès de leur propre directeur si c'est des projets mineurs. Donc, normalement, à partir de cette année, justement, ce processus va être regardé et les gens vont maintenant devoir se justifier pourquoi il n'y a pas d'infrastructure verte ou de parcs résilients qui ont été inclus dans leur projet, si c'est le cas. Puis ensuite, on arrive au groupe 5, le groupe terrain, les travaux publics, les services des parcs, qui, eux, entretiennent les infrastructures vertes et les espaces résilients, puis qui vont venir redonner un retour d'expérience au groupe 3 qui va être capable de justement venir améliorer les outils qui sont en place. Donc ça, c'est une ligne de temps justement d'un projet typique, donc en lien avec justement le groupe 4 de professionnels qui réalisent les projets. Et on voit les bulles qui sont par exemple entre l'étape 3 et l'étape 4 ou entre l'étape 6 et l'étape 7. Tout ça, ce sont des jalons. Les jalons auxquels les professionnels doivent remonter le projet à leur direction ou à la haute direction de la ville pour présenter leur projet, entériner les budgets nécessaires et à ce moment-là, donner leur justificatif si les ouvrages ne sont pas intégrés. Donc, si on fait un retour sur les actions administratives, et c'est là où c'est très récent justement ce tableau, c'est la première fois que je le présente, on a fait le tour des services pour vérifier justement où est-ce qu'on en était là-dedans. On a 11 services où les orientations sont intégrées dans le processus de gouvernance des projets. Donc, si c'est un gros projet, c'est sûr que ça passe par la direction générale. Si c'est un petit projet, ça passe par leur direction. Ils ont tous suivi cette fameuse ligne de temps des projets et donc à chacune des étapes, ils vont vraiment formellement demander des justificatifs à leurs professionnels. On a 7 services qui, eux, les orientations ont été communiquées, mais ils n'ont pas de processus vraiment très clair pour valider si oui ou non ça a été inclus. Mais bon, on est déjà dans une première étape. Puis on a 3 services où, eux, ça a été soit lettre morte ou carrément un refus de dire on ne veut pas intégrer ce type de processus. Donc, on est quand même dans un élément mineur. Peu de services ne veulent pas suivre pour l'instant ce processus, puis ils vont sûrement suivre dans les prochaines années. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Ça date quand même, il me manque peut-être une slide là, donc écoutez-moi parce que vous ne pouvez pas vous référer aux slides. Ça date, je dirais, à partir de 2017 à peu près. Il y a commencé à avoir des projets pilotes, assez majeurs, ponctuels, qui sont souvent dus à des professionnels extrêmement motivés. On peut penser par exemple à Papineau et Guy Trudel, ou on peut penser aussi à la Commission sur l'eau, l'environnement et le développement durable de la Ville de Montréal, qui, eux, ont émis un rapport où formellement, ils voulaient que Montréal devienne avant-gardiste en termes de gestion de l'eau, qu'on suive l'exemple de Rotterdam et demander formellement aux équipes terrain de trouver des endroits pour implanter des water squares. Donc là, on se place en 2017. 2019, le directeur général donne un mandat formel au service de l'eau de monter une équipe de professionnels, une équipe temporaire de 2 ans, dont le but était justement de réfléchir comment on s'oriente, comment on réoriente la ville pour être capable de mettre en place toutes ces stratégies. Et à l'intérieur de ce mandat de 2 ans, 2019-2022 à peu près,
C'est sûr qu'on a fait beaucoup de diffusion, de formation à l'intérieur des professionnels et on a aussi eu la chance d'avoir plusieurs projets pilotes, dont Pierre Dansereau par exemple, qui ont été tellement réussis que ça a motivé les autres aussi. Vraiment, montrer par l'exemple, c'est ça qui a été le plus significatif. Puis cette période aussi nous a permis d'aller chercher des demandes de subventions. Ça aussi, ça a été la clé, dont une demande de subvention du ministère de l'Environnement à travers le programme d'économie verte qui a pour nous été une perle parce que ça nous a permis d'aller avoir de l'argent, 15 millions, à investir sur 2 ans pour construire 8500 m² d'infrastructures vertes et 9000 m³ d'eau, de rétention d'eau dans les parcs. Donc un défi extrêmement court, très audacieux, mais qui nous permettait aussi d'utiliser l'argent un peu comme on voulait, incluant entre autres de monter une équipe de support technique, qui a vraiment été aussi un élément qui a fait changer les choses, financer beaucoup de suivi expérimental, aider les arrondissements à travers ça, et c'est vraiment ça qui nous a permis, en date d'aujourd'hui, à arriver à une systématisation. Je vois plusieurs professionnels, des fois un peu découragés dans le cadre de vos mandats, parce que c'est sûr que la roue va quand même mettre du temps à changer. Les cycles de projet sont en général 2, 3, 4 ans. Donc, on va y arriver, on augmente, puis on progresse de façon importante. Et vous êtes tous ici des partenaires extrêmement importants pour aussi porter le projet, le message auprès de vos clients. Parce que Montréal est une grosse bibite et c'est difficile de toucher l'entièreté des gens. Donc, qu'est-ce qu'on a donné en termes de soutien? Donc ça, c'était vraiment pendant la période justement du programme pilote qu'on a mené entre 2022 et 2024, puis maintenant qu'on va pérenniser. En premier lieu, on donnait un soutien économique, c'est-à-dire que le service de l'eau offrait de l'argent à tous les arrondissements, le SUM, le service des grands parcs, qui voulaient faire des infrastructures vertes ou des parcs résilients. On offre 1 200 $ au mètre cube d'eau retenue ou infiltrée, sur rue ou dans les parcs, sous certaines conditions. Pour certains projets qui se font en phase, on sépare en deux, par exemple, le financement qu'on donne. Le surcoût réel de la gestion de l'eau c'est pas encore un travail qu'on a vraiment fait. Le chiffre qui tourne puis qui me paraît assez relativement intéressant, ça coûte à peu près 10% de plus de faire un projet du verdissement standard ou du verdissement en contrebas qui vont recevoir le ruissellement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en général, dans un parc, par exemple, le plus grand coût lié à un parc résilient, c'est de l'excavation. Puis l'excavation, mine de rien, ça ne coûte pas énormément cher. On est entre 65 et 85 $ au mètre cube selon le niveau de contamination, tandis qu'on leur donne 1 200 $ au mètre cube. Donc c'est sûr que nos partenaires, les arrondissements, pour eux, c'est hyper motivant d'être capable d'aller chercher le plus de volume possible. Pour la ville et pour le service de l'eau, c'est intéressant économiquement aussi parce que si on ne faisait pas de la rétention en surface, on le ferait en souterrain, ça nous coûte entre 1 500 et 3 000 $ au mètre cube. Donc finalement, tout le monde est gagnant à la fin. C'est vraiment un processus intéressant. Le deuxième élément qu'on a fait, c'est qu'on a donné du soutien technique, c'est-à-dire qu'on a une équipe de 6 personnes. J'en ai 2 ici dans l'équipe, David Courchaine et Dominique Baudry. Qui vraiment sont là pour aider les gens, les arrondissements à répondre à leurs questions. Ça rassure aussi beaucoup. Donc, on est en place depuis août 2022. Plus spécifiquement, depuis janvier 2023, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 46 formations, conférences internes et externes, donc beaucoup de diffusion, 2000 professionnels formés à l'intérieur de la ville, puis 172 projets soutenus depuis janvier 2023. En termes de répartition, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. On travaille à peu près 20% sur des outils, 20% sur des infravertes sur rue, 25% sur les parcs, puis quand même beaucoup d'administration, mine de rien, parce qu'on travaille à la Ville de Montréal. Le graphique de droite, c'est plus la répartition pour les parcs. Les parcs nous demandent quand même beaucoup de temps. On voit qu'on a abandonné personne les premières années, c'est-à-dire que 40% de nos projets, c'était des petits projets, des moins de 100 mètres cubes. Mais c'est pas grave, ce qu'on voulait, c'est pas forcément cibler des gros projets, mais c'était cibler des projets pour faire changer la pratique, donner confiance aux gens. Quand quelqu'un fait un petit projet avec 20 mètres cubes de rétention dans un parc, l'année d'après,
il vient nous chercher un 200 mètres cubes, puis l'année d'après encore plus, parce qu'il gagne confiance, il a compris que ce n'était pas si difficile que ça, c'était juste de changer son approche. Dans le soutien, on donne aussi beaucoup d'outils, malheureusement avec une boîte à outils qui est principalement sur un serveur interne, pas parce qu'on ne veut pas partager, mais qu'on a de la difficulté à Montréal à partager sur des sites internet externes. Donc vous avez la liste ici, différents outils pour tout ce qui est infrastructure verte, espace résilient. J'ai mis les liens pour tous les documents qui sont accessibles à l'extérieur, si ça peut vous intéresser. Donc maintenant, en termes de statistiques, pour les parcs, on en a construit 2000 m3, donc depuis le début de notre financement en août 2022, 5 projets. On en a 7000 m3 approuvés en cours de construction ou de soumission pour un nombre de 14 projets. Puis on vise en faire d'ici fin 2025 un autre 14 pour 7500 m3. Donc par rapport aux 9000 m3 qu'on s'était donné, on a boosté nos objectifs. Puis là, cette année, vous allez en voir beaucoup justement qui vont se construire. J'en montre quelques-uns. Le parc Pierre Dansereau qu'on va visiter tout à l'heure, où on voit bien qu'on accumule aussi sur des espaces qui sont une plaine de jeux. On a le projet Fleur de Macadam qui est de plus en plus connu. Je pense que tout le monde le connaît. On a le parc d'Ikimor qui est juste à côté d'ici, plus petit, 70 m3, mais c'est pas grave, c'est juste que ça commence à conscientiser les gens. On a le parc Honoré-Mercier qui est un petit peu différent ici. Le but, c'était juste de relier la rue Notre-Dame vers le fleuve plutôt que de retenir l'eau pour que lors de fortes pluies, quand le réseau d'égout ne peut plus prendre l'eau, ça déborde vers le fleuve. On a le projet du parc Prieur, là encore un projet tout simple, mais qui retient quand même pas mal, qui était déjà en dépression, donc on n'a même pas creusé. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait un test d'écoulement, puis on a invité plein de gens à la ville, donc en même temps, ça permet aux gens de voir, de mieux comprendre, puis de regarder les déficiences aussi, les tests d'écoulement sont très intéressants. On a aussi toute une liste d'autres parcs qui sont en appel d'offres que je vous ai mis, parce qu'en général, les gens sont friands de ces informations qui vont venir par la suite. Pour les infrastructures vertes, là encore, on en a construit 5300, approuvé 5000 et en conception avancée 5000. Donc là encore, par rapport à nos objectifs de 8500 m², on a largement atteint nos objectifs. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en 2022, on avait juste 3 arrondissements qui ont embarqué. En 2023, 8. En 2024, 12. Donc on voit vraiment une progression aussi à travers le nombre de partenaires. Juste une petite photo ici de plusieurs types d'infrastructures vertes qui ont été construites avec les adresses si vous voulez aller les voir. On a commencé à répertorier dans le cycle de la ville justement toutes ces infrastructures vertes, 475 pour l'instant qu'on a répertoriées. Puis on a fait un retour terrain et là c'est assez intéressant, c'est qu'on a vérifié 2 choses sur une année grâce à l'ETS qui nous a donné 2 étudiantes extrêmement merveilleuses qui ont regardé sur 165 cellules leur comportement. Donc, comment est la pente de la chaussée? Est-ce que l'entrée est bien placée? Est-ce que le niveau est bien? Est-ce que le caniveau et l'entrée sont bien installés? Est-ce que le terreau est à un bon niveau? Le niveau du puisard? Et est-ce que les membranes sont visibles ou non? Alors, c'est là que c'est intéressant. Celui de gauche, c'est le nivellement du terreau. Et donc, on peut voir que... je ne sais pas si vous le voyez bien, moi je le vois un petit peu moins bien sur mon écran. On a environ 20% des infrastructures vertes qui sont trop hautes à l'intérieur. Donc littéralement, l'eau rentre, elle s'arrête à l'entrée, puis ensuite elle n'arrive pas à rentrer. On en a 15% qui sont parfaites en termes de nivellement. Puis on en a 65%, c'est un peu mitigé. Donc elle pourrait être plus basse, mais bon, c'est correct. En bref, le plus gros problème qu'on a, c'est vraiment en termes de nivellement. Les gens n'osent pas descendre, sûrement à cause d'une incompréhension justement de l'entrepreneur et là, notre difficulté à viser tout le monde du bon fonctionnement des éléments. Celui de droite, c'est plus les défaillances au niveau du point d'entrée, donc est-ce que l'eau rentre à l'intérieur ou non. On a 12% où l'eau ne rentre pas, la bordure des fois est trop haute. Ils nous font une bordure qui est plus haute que le pavage. Puis 55% qui sont parfaites, donc c'est quand même un bon élément pour une première année d'implantation. Pour le colmatage, là encore, on a vérifié.
On a 13% qui ont un colmatage quand même assez intense après une année, en général parce qu'ils viennent faire des travaux correctifs, et c'est lors des travaux correctifs, parce qu'ils viennent scier la bordure, par exemple, qu'ils colmatent. Puis, on en a 50% qui sont parfaites et un autre 36% mitigées. Pour le dernier élément, l'état d'érosion, là encore, on en a 28% à peu près qui ont des problèmes d'érosion assez marqués, 50% qui sont parfaites et 22% qui sont mitigées. Ça paraît un peu, pour moi je trouve ça quand même assez encourageant. C'était nos 2 premières années, on en a fait énormément. Puis le but c'était ça, on se lance à fond, puis une fois qu'on s'est lancé à fond, on regarde c'est quoi les enjeux pour être capable de documenter et de créer les outils. Donc somme toute, je trouve ça vraiment très intéressant. On a fait le même exercice au niveau de l'entretien, avec l'entretien plus fonctionnel, pour voir si ça posait des enjeux. Les notes sont quand même relativement bonnes en termes d'entretien. On voit qu'elles sont relativement bien entretenues. Je résume avec une seconde, donc je m'excuse, je vais dépasser de 10 secondes. Le plus gros défi, c'est la passation de pouvoir entre les différentes équipes, donc entre les équipes de planification, de conception, d'entretien, la formation d'une multitude d'intervenants. Ce qu'on remarque, c'est que nos grands partenaires les plus importants, c'est les jardiniers. On travaille très proche avec les jardiniers qui, eux, sont capables d'ajuster les toutes petites déficiences, justement, les problèmes de niveau. C'est eux qui nous les arrangent. Donc là, on sort d'ici la fin du mois de juin une vidéo, justement, faite par les jardiniers sur leur expérience, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, plus un guide de bonnes pratiques d'entretien. Mais en général, ils sont extrêmement enthousiastes par leur expérience terrain. La disponibilité des budgets de fonctionnement, je pense qu'on en est tous rendus là pour l'entretien, pour le maintien de l'équipe. Puis tous les enjeux multifacettes, le laboratoire, les architectes de paysage, les ingénieurs, l'entretien, tout ça est un énorme défi. Merci beaucoup, Marie, pour la présentation. On est bien content de voir la Ville de Montréal qui déploie tous ces efforts-là. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de scanner le code QR. C'est le bon moment de le faire. On prendrait une seule question dans la salle. Il y a quelqu'un qui s'avance au micro. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Shakib Ben Ramdan, donc Ville de Montréal aussi, arrondissement de Saint-Laurent. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un complément pour parler d'une question que Marie, tu as traitée la dernière seconde, comme tu disais, celle de l'entretien. Il est vrai qu'on parle souvent, enfin d'ailleurs même le titre de la conférence aurait pu rajouter après le premier mot, et maintien des infrastructures à grande échelle. On parle souvent de l'entretien du quotidien, d'accord, mais on ne parle jamais de l'entretien cyclique, c'est-à-dire à la fin de la durée de vie de l'ouvrage. Qui revient en fait à dire qu'au bout de 15-20 ans, tu disais Marie, 2017, nous à Saint-Laurent, on a déjà fait visiter du monde de nos installations. Le premier bassin de rétention date de 1994. Donc il est vraiment en fin de vie, on l'a refait. Et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'installations en phytotechnologie et autres, et qu'on n'arrive pas à entretenir. Donc on n'a pas les moyens de revenir dessus. Donc c'est bien d'en faire, mais il faut prévoir leur durée de vie, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait, en plus de l'entretien du quotidien. Voilà, merci. Merci. Est-ce que tu avais une réponse à formuler? Non.